Merci beaucoup à mes collègues québécois de m'avoir gentiment invité, Monsieur Domingo, Madame Tremblay, et de l'accueil très chaleureux que j'ai eu hier en arrivant. C'était vraiment très agréable. Chers collègues, vers une catastrophe écologique et sanitaire. Donc nous allons voir et juste nous replonger un tout petit peu en arrière, avant les antibiotiques, vous vous rappelez le lourd tribut payé aux maladies infectieuses bactériennes, la peste, la tuberculose et la fièvre typhoïde, et bien entendu, vous n'êtes pas surpris que les antibiotiques aient joué un rôle dans la diminution spectaculaire de la mortalité par maladie infectieuse, ici aux États-Unis, divisé par 15 en 60 ans, lié bien sûr à autre chose aussi, l'hygiène, la gestion, le tout à l'égout, les aliments plus sains, les vaccinations, qu'elles soient virales ou bactériennes, mais aussi cette formidable invention que sont les antibiotiques et qu'on aimerait bien conserver pour nos arrière petits-enfants. Les sulfamides, alors c'est sûrement pas une histoire d'antibiotiques que je vais vous faire, mais juste pour vous montrer l'attrait du début, la folie furieuse qu'a pris la population lorsque les premiers antibiotiques sont arrivés, tellement ils étaient contents. Alors les sulfamides étaient dans les tiroirs en fait, mais ils étaient complètement abandonnés. Personne n'avait compris que ça pouvait être des antibiotiques. Ce n'est que plusieurs années après que chez l'animal et chez l'homme, on en a démontré l'efficacité. Et en 1935, la firme Roussel a été prise d'assaut, parce qu'il se disait en ville, le rubiazole, le prontosil, guérit. Tout le monde fonçait pour essayer d'en avoir. Vous comprenez, gonocoque, ça changeait la vie. Et 1949, le boom du Rufol, qui est un dérivé du rubiazole, 100 000 boîtes en un mois. Vous voyez déjà la consommation pointée à l'horizon. Alors formidable les sulfamides, staphylocoque, colibacille, enfin, la pyélonéphrite, la typhoïde, formidable. La pénicilline, bien sûr, la boîte historique. La boîte historique, dont la photo est conservée au musée de St. Mary's à Londres, avec le champignon qui s'est déposé complètement par hasard, et les staphylocoques de M. Fleming qui refusait de pousser au voisinage du pénicillium, l'antibiose, qui, bien entendu, a demandé un petit peu d'engineering pour devenir des ampoules de médicaments. Comme vous le savez, il s'est écoulé pas mal de temps. Au début, c'était formidable. Vous vous rendez compte, on faisait des publications dans le Lancet avec 5 septicémies à staphylocoque versus rien. Il n'y avait pas besoin de groupe témoin. Il n'y avait pas besoin de non-infériorité, de machin, de trucs comme ça. Une septicémie à streptocoque. Et puis, un cas de milliard pour la de milliard tuberculeuse pour la streptomycine. C'était vraiment un temps rêvé. Mais dès le début, et ici aussi c'est conservé à St. Mary's Hospital, dès le début, on a vu la résistance naturelle. Vous voyez, ici, c'est une source de pénicilline, c'est du pénicillium, et ici refuse de s'approcher le streptocoque, le pneumocoque, le gonocoque, le bacille de la diphtérie, mais le colibacille, lui, s'en fiche complètement, et il s'approche dangereusement de la source de la pénicilline. Résistance naturelle. Tout le monde sait bien qu'on ne peut pas traiter une pyélonéphrite à colibacille avec de la pénicilline G. Alors évidemment, la résistance naturelle, ce n'est pas ce qui nous effraie le plus. C'est quand même important en médecine, vous le savez bien, l'échec primaire d'un traitement mal conçu. Le résident donne un traitement polyvalent avec céphalosporine pour une méningite. Manque de chance, c'est une listériose, pas d'activité. Et puis, on en a parlé hier dans une des salles voisines, dans les flores commensales, la sélection d'espèces naturelles qui vont à nouveau faire une infection, sédif, les levures, bien entendu, les levures sont résistantes à tous les antibiotiques. Ça, c'est la rançon de la résistance naturelle. Si avec ça, ça ne serait pas grave. Le plus grave, bien sûr, c'est la résistance acquise. Alors, ce n'est sûrement pas ici un cours de génétique, mais enfin, tous ici, vous avez vaguement entendu parler de ce que c'est qu'une mutation, donc une erreur de recopiage du génome, ou bien une conversation avec une bactérie qui a une recette de cuisine que vous n'avez pas, vous ne savez pas faire le soufflé au fromage, vous vous faites donner une photocopie de la recette du soufflé au fromage, et vous devenez donc beaucoup plus compétent. En fait, vous avez acquis le plasmide soufflé au fromage. Alors, la résistance acquise, ce qui est absolument extraordinaire quand on regarde l'histoire, c'est qu'elle est immédiatement découverte après l'antibiotique. Il n'y a quasiment pas de délai, sauf l'histoire de la vancomycine,
qui nous a tous surpris. On était sûrs, hein. Moi je me rappelle, hein, j'étais jeune médecin, la vanco, jamais. Hein. La résistance du staphylocoque et des entérocoques à la vanco, jamais. Évidemment, ça a mis un peu plus longtemps, 16 ans. Mais pour tous les autres, quelques années, voire même, pour certains, on le savait déjà, on avait déjà les souches résistantes avant que le produit soit mis sur le marché pour les PNM. Donc il ne faut vraiment pas être surpris. Hein. Et c'est vrai pour toutes les classes thérapeutiques. La transmission de la résistance, il n'y aurait que la transmission verticale. La mutation, la seule chose qu'elle peut faire, c'est faire des bébés. La bactérie fait des bébés et on transmet au suivant comme un colis postal. Ça, c'est facile, c'est la transmission croisée classique. Mais quand en plus la résistance est portée par du matériel génétique extra-chromosomique dont on peut faire la photocopie et le passer à la voisine, hein, par ici, les petits ponts là, entre les bactéries qui peuvent s'envoyer des petits messages, des SMS, on a en plus de la transmission horizontale, ce qui aggrave considérablement le problème. Si on regarde maintenant donc, les dégâts en matière de résistance acquise, au fond, la plupart des collègues, médecins, praticiens, pensent à ce qui peut se passer dans le foyer infectieux. C'est ça qui les inquiète, c'est ça. Leur diagnostic, c'est le foyer infectieux. Leur traitement, c'est le foyer infectieux. Ce qu'ils ne voudraient pas, c'est que le traitement du foyer infectieux rate. Donc, ils veulent éliminer les bactéries. On verra la suite en bas après. Alors, est-ce que ça, c'est un problème en résistance acquise et foyer infectieux? Oui, mais pas tellement. Vraiment, s'il n'y avait que ça ne serait pas très grave. Bien sûr, les premiers usages de la streptomycine ont été formidables. Comme disait mon patron, les malades partaient à l'horizontale, très très malades. La streptomycine arrivait, plouf, ils redevenaient verticaux. Et quelques semaines après, plouf, à nouveau horizontaux, rechute avec la même souche résistante à la streptomycine. Oui, en 50 jours, 50% des malades rechutent. Avec monothérapie. Bon, bien sûr. Et alors on sait ça, on sait que ça se reproduit avec tous les antituberculeux, on connaît staphylocoque doré, rifampicine et quinolone, on connaît le piocyanide, fluoroquinolone et pénem, Enterobacter serratia et les C3G. Bon, bien sûr c'est embêtant, mais on sait gérer ça maintenant. C'est une histoire de combien il y a de mutants résistants dans la population sensible avant le début du traitement. Et donc au fond ça nous oblige à, dans ces cas-là, à des modes d'utilisation un peu particuliers des antibiotiques. Mais ça s'apprend, c'est vraiment pas trop compliqué. Il y a longtemps qu'au début, dans le sida, on faisait des sélections de mutants résistants. Maintenant, on sait comment l'éviter. Ce qui est beaucoup plus embêtant, et en fait, c'est ça tout le sujet. Toute l'histoire de la résistance acquise aux antibiotiques est concentrée là. Ça n'a rien à voir avec les foyers infectieux. Rien à voir. Ça a à voir avec ce qui n'est pas du tout volontaire quand on donne un antibiotique à un malade, les flores, c'est-à-dire les bestioles qui habitent la peau, qui habitent le rhinopharynx, qui habitent le tube digestif. Et ça fait quand même pas mal de temps, ici, la peau, que l'on sait qu'on sélectionne des résistances dans les flores, alors qu'on donne l'antibiotique pour tout à fait autre chose. C'est comme, au fond, la toxicité. C'est comme un peu une toxicité. La toxicité des antibiotiques sur le rein, et bien là, c'est la toxicité de l'antibiotique sur les flores. Sur la peau, on sélectionne par quinolone des staphylocoques blancs résistants au quinolone. Dans la gorge, lorsqu'on donne, les dentistes donnent des prophylaxies, donnaient autrefois des prophylaxies par macrolide, et bien au bout de quelques jours, on a des streptocoques résistants au macrolide, et ça dure longtemps, et ça dure très longtemps. Ils sont encore présents pendant des semaines et des semaines. Et bien sûr, le creuset génétique, là où il y a le plus de monde, c'est la flore fécale humaine, puisque c'est 10-12 par gramme, c'est-à-dire 10-14 par bonhomme. Or, il n'y a que 10-10 humains sur la Terre, et nous n'avons, nous, comme eucaryotes, que 10-13 cellules. Donc nous sommes tous ici de la bactérie, et accessoirement un petit peu d'humains. 1 kg de bactéries dans le tube digestif, plus de 1000 espèces bactériennes. Bien sûr, la plupart, on s'en fiche complètement, on n'en connaît même pas le nom, c'est des anaérobies bizarroïdes, mais là-dedans, il y a quand même 10 milliards d'entérobactéries. Colibacilles, Klebsiella, Proteus, avec leurs plasmides et toutes leurs informations mobiles formidables. Et on sait depuis toujours, et je ne vous montre qu'une seule vue, que le traitement par voie générale, ici le céfotaxime,
Ici en bas, les malades qui reçoivent, en haut, les malades qui ne reçoivent pas de céfotaxime, le temps qui s'écoule. Et ici, c'est un Kaplan-Meier classique avec de moins en moins de personnes indemnes de bactéries résistantes. Alors, vous voyez qu'il y en a un tout petit peu également aussi là-haut. Et ça a un nom, ça s'appelle la transmission croisée. C'est les malades qui n'ont pas le céfotaxime, mais ils acquièrent dans leur tube digestif des souches résistantes parce que c'est les voisins de ceux-là. Bon, il y a 1000 publications comme ça. Or, les antibiotiques, ce n'est pas une surprise chez vous, chez moi, partout, on en donne beaucoup. Vous voyez, en France, en gros, 650 tonnes chez l'homme par an. 650 tonnes, c'est pas mal. Et chez l'animal, chez nous, 900 tonnes. En gros, dans les pays où il y a beaucoup d'élevage, il y a toujours un peu plus d'antibiotiques utilisés chez les animaux que chez l'homme. Alors, chez certains, c'est moitié-moitié. Dans d'autres pays, c'est 2 tiers chez l'animal, 1 tiers chez l'homme. Mais en gros, c'est un peu équivalent. La seule chose, c'est que la durée de l'homme est, on espère, assez longue. La durée des animaux domestiques, en général, à part les chiens et les chats, qu'on pleure beaucoup quand ils disparaissent, les autres, ils finissent plutôt rapidement dans l'assiette. Et vous voyez, Total Europe, pour les animaux, 8000 tonnes par an. Or, c'est un peu le titre du topo, la résistance vers une évolution angoissante, aussi bien dans la communauté que l'hôpital. Dans la communauté, vous avez tous entendu parler de l'émergence de la multirésistance dans la tuberculose, la résistance à l'isoniazide et à la rifampicine, les 2 antituberculeux majeurs. Et vous voyez que dans certains pays, chez les malades qui ont déjà un jour reçu des antituberculeux, on peut aller jusqu'à 10, 20 ou 30% de résistance aux 2 antituberculeux majeurs, ce qui est quand même angoissant. En rose, des résistances très embêtantes dans la communauté. Ne parlons pas du jaune, on en reparlera tout à l'heure, mais dans la communauté. Le vibrion coléré, multirésistant, y compris producteur de BLSE. Salmonella typhi aux Indes, résistant au fluoroquinolone, résistant à l'ampicilline, quand même très embêtant. Hein. Gonocoque résistant à la pénicilline, pneumocoque résistant à la pénicilline, la Shigelle de la dysenterie multirésistante. Il faut dire que n'oublions pas, c'est Shigella qu'on a découvert le premier plasmide de résistance, un japonais, Watanabe, dans les années 50. Le Shigella, c'est jamais qu'un colibacille un peu spécial. Et n'oublions pas la chose que finalement très peu de gens ont vue, n'ont pas été remarquées. Peut-être vous vous rappelez de la fantastique épidémie de gastroentérite hémorragique en Europe en 2011. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, on en a beaucoup parlé dans les journaux en Europe. 4000 cas, dont 900 syndromes hémolytiques urémiques, c'est quand même pas rien, et 54 décès. Et ici, c'est l'histoire des graines qui ont été importées d'Égypte, des graines de fenugrec qui ont été importées d'Égypte, distribuées en Angleterre, puis après en France, puis après en Allemagne pour les faire germer et les mettre sur les sandwichs parce que c'est très joli, les petites frisures là comme ça. C'est très mode, ça fait écolo. Donc c'est toute l'histoire ici de l'épidémie. Mais ce qui est important, on n'a pas du tout insisté à l'époque, une gigantesque épidémie communautaire, BLSE, plus probablement une hyperproduction de céphalosporinase, plus des mutations GIRA, GIRB, résistance-quinolone, plus la résistance au cycline, plus la résistance au cotrémoxazole, et bien sûr les marqueurs de pathogénicité, puisque ce sont des souches entéro-hémorragiques. Le SARM communautaire, c'est-à-dire le mariage monstrueux de la résistance à la méticilline et de la toxine PVL, qui gentiment fait son petit chemin avec des zones à succès, USA, Australie, Afrique du Nord, d'autres endroits où il y en a un petit peu moins, mais enfin, quand même, ce mariage communautaire d'une multirésistance autrefois hospitalière et de gènes de pathogénicité, c'est quand même pas formidable. Bien entendu, ce que vous connaissez par cœur, les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération par bêta-lactamase à spectre étendu, et alors très trendy, comme on dit maintenant, les carbapénémases, qui ne sont que les avatars, on le verra tout à l'heure, des BLSE. C'est jamais que la BLSE New Look, ce n'est jamais que ça. Mais c'est chicoune. Et elle s'appelle machin, elle s'appelle bidule, enfin ça fait de la publi à la pelle. C'est angoissant, pourquoi tout ça? Ça ne serait pas grave du tout si tous les 6 mois, on nous donnait des nouvelles molécules antibiotiques avec des nouvelles cibles moléculaires, bactérienne, qui fait qu'on se fiche complètement des résistances aux antibiotiques anciens. Ça n'aurait au fond pas beaucoup d'importance. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'entre nous, des gens un peu vieux comme moi, ont vécu
dans la période glorieuse 70-80. L'arrivée des céphamycines, l'arrivée des céphalosporines de troisième génération, l'arrivée des fluoroquinolones, 78, 80, 82, 83. Or, vous savez bien tous que c'est la catastrophe, quoi. Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, pour des tas de raisons. D'abord, c'est dur de trouver des nouvelles cibles bactériennes, c'est objectivement, scientifiquement difficile, et puis il n'y a pas que ça, c'est que ça coûte entre 1,5 et 1 milliard de dollars pour arriver à un antibiotique mis sur le marché, et en général, la réaction de la communauté médicale, c'est « il est vraiment bien, votre antibiotique. Alors là, vraiment, il est vraiment bien. » Donc on va le garder, et on va essayer de ne pas l'utiliser. Donc l'industriel est vraiment content, quoi. Et donc il dit, écoutez, la prochaine fois, je vais plutôt faire des anticancéreux. Et bien sûr, ça amène à ce genre de choses. Vous avez forcément eu la même chose ici, la même chose en France, en Espagne, dans le monde entier, la fin des antibiotiques. Il ne faut pas exagérer, mais il faut vraiment s'en occuper. Alors les actions. Eh bien, il y a 2 mamelles de la résistance. La pression de sélection, la transmission croisée, c'est comme pâturage et labourage de notre ancien Premier ministre, il y a quelques centaines d'années. Eh bien, il faut lutter contre les 2 mamelles. Il faut assécher les 2 mamelles. Il faut diminuer la pression de sélection de manière drastique, et puis on verra tout à l'heure, bien sûr, la transmission croisée, qui pour les hygiénistes est, j'allais dire, notre pain quotidien. Pourquoi réduire la consommation? Parce que vous savez tous qu'il y a un lien évident entre consommation et résistance. Si vous prenez chaque pays d'Europe, la résistance du pneumocoque aux pénicillines, la consommation de pénicilline, ce n'est pas tout à fait une bisectrice, mais enfin, la corrélation est bonne. Hein. On ne va pas faire le test statistique, mais allez, à la louche, c'est corrélé. Et nous, on est formidables, nous. Pylori, mon ami Maigret de Bordeaux, qui connaît bien Pylori, a fait une très jolie diapo. Les pays plutôt du nord, du sud, oui, c'est ça, à forte consommation. Les pays du nord à plutôt à faible consommation. Et hop, il y a une bonne corrélation entre érythromycine consommée, tonnes d'érythromycine consommée, et résistance à l'érythromycine chez l'hélicobacter. Maintenant, on peut prendre, au lieu d'un pays, on peut prendre des hôpitaux. Alors ici, c'est fluoroquinolone consommé versus résistance au fluoroquinolone chez le bacille piocianique. Chaque point est un hôpital. C'est une droite pas si mal que ça. Bien sûr, il y a toujours quelques-uns qui sont en dehors de la courbe, mais ce n'est pas très grave. Et puis, si on prend maintenant un seul hôpital, eh bien, on peut suivre. Alors évidemment, là, le cas est plutôt beau, ce n'est pas toujours comme ça. La consommation l'imipénème et la résistance à l'imipénème, sélection de mutants résistants, qui suit l'un l'autre. Et que réduire la consommation, si on était au plancher, pas au plafond, au plancher, ce serait difficile, mais on est plutôt au plafond. On est plutôt au plafond. Si on prend l'Europe, et ici c'est la ville, et c'est 2010, il y a un facteur 4 entre ceux qui consomment le plus et ceux qui consomment le moins. Alors on pourrait se dire, ouais, mais ceux qui consomment le moins, c'est ceux qui n'ont pas de sous, ils ne connaissent rien à la médecine, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de réa. Alors évidemment, vous avez qu'à regarder les pays, il doit y avoir la Norvège, le Danemark, la Hollande. C'est des pays où on vous laisse mourir dans la rue, comme ça. Et là, il y a tous les pays hyper développés, il y a Chypre, la Grèce, la France, enfin les forts, quoi. Ça, c'est la même chose à l'hôpital. Il y a un facteur 3 entre ceux qui consomment le plus et ceux qui consomment le moins. Vous vous rendez compte? 2 fois la médiane et 3 fois le dernier quartile? C'est complètement fou. Il n'y a aucune raison qu'il y ait ces différences. Rien ne justifie ces différences. Et si vous prenez par catégorie de médicaments, c'est tout à fait fou, très intéressant. Les sulfamides, ça c'est vieux, tu ne vas pas prendre les sulfamides. Tu te rends compte, Domac, prix Nobel 1935, qu'est-ce que tu vas fabriquer avec les sulfamides? Regardez, les sulfamides, là où ils sont le plus consommés, là-haut. En bas, ah ben non. Et les quinones, ah ben ça c'est chouette. Les fluoroquinolones, il y en avait à une certaine époque, une nouvelle tous les 2 ans. Hein, on en a retiré quelques-unes du marché parce que c'était un peu toxique. Alors là-haut, non. Pourquoi des quinolones? Là, ah ben ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est bien, surtout si Bayer paye un billet pour l'ICAC. Vous prenez les bronchites. Bronchites, essentiellement maladie virale. Les antibiotiques, jusqu'à présent, ne sont pas des antiviraux. Regardez entre différents pays d'Europe. Entre un bloc de pays qui, dans 70 à 90% des cas de bronchite, utilisent des antibiotiques. Alors vous avez France, Espagne, tout en haut, ça se voit à peine, mais tout au-dessus, c'est l'Italie. Et puis ici, vous avez ceux qui ne comprennent rien à la médecine,
il y a la Hollande, etc., qui quand même utilisent un peu hein, dans la bronchite. Ils quand même utilisent un peu, mais enfin infiniment moins. Et puis même à l'intérieur d'un même pays, d'énormes différences entre des zones très fortement prescripteuses en France, le nord, ou le sud ici, et une espèce de croissant fertile où consomme beaucoup moins. Pourquoi ? La Bretagne, je ne vois pas bien pourquoi, en dehors du cidre et des galettes, pourquoi on utiliserait moins d'antibiotiques. Et si on prend des vues transmondiales, ben, il y a bien sûr d'énormes différences. La Hollande toujours championne, nous toujours un peu en haut avec les Grecs, les Italiens, etc. Et puis un petit gradient de pays, je ne vais pas dire ex-anglo-saxon, hein. Non, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas le dire. Alors pour lutter contre la résistance bactérienne, il faut donc diminuer la consommation des antibiotiques chez l'homme, en ville, à l'hôpital, et chez l'animal. Et vous connaissez, il y a eu de multiples campagnes de santé publique dans plein de pays. Ici, c'est le jour des antibiotiques en Europe, c'est le Conseil de l'Europe, c'était la semaine dernière, hein, le 18 novembre. Infection virale, pas d'antibiotiques, avec de multiples affiches dans toutes les langues. En France, notre campagne qui a commencé en 99-2000, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, qui visait les pédiatres, les parents des enfants, la cible étant les petits, leur rhinopharyngite, pas d'antibiotiques. Alors, est-ce que ça a eu de l'action ? Oui, pendant un certain temps, oui, c'est 27 millions de traitements en moins pour un pays de 65 millions d'habitants en quelques années. Mais la première diminution, 16%, et depuis, c'est dur de tenir, c'est extraordinairement dur de tenir la ligne, et pourtant c'est facile, le message. Enfants de moins de 5 ans, rhinopharyngite, virus, pas d'antibiotiques, des traitements de confort, rassurer les papas et les mamans, et mettre dans le coup les pédiatres, les pharmaciens, c'est quand même normalement ce qui est le plus facile. Or, bon... alors ça a eu un peu d'effet. Alors évidemment, pour le pneumocoque, on a en plus vacciné. Mais nous étions en pleine augmentation de résistance à la pénicilline chez le pneumocoque. Ça, à partir des campagnes plan antibiotiques, ça a commencé à diminuer. Mais c'est vrai, on a vacciné aussi. Donc c'est difficile de savoir quoi et quoi. Alors les Finlandais avaient fait ça au moment de l'apparition des strepto A résistants aux macrolides. Ils ont une réduction drastique de la consommation des macrolides et ça a fait diminuer leur résistance. Alors à l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué. Vous connaissez l'hôpital, hein, c'est plein de savants, c'est plein de gens qui ont des malades très particuliers, jamais les mêmes que les autres. Et dans mon expérience, on fait comme ça. Et ce n'est pas toi qui vas m'apprendre, quand même. D'abord, je suis chef de service, donc ce n'est pas pour rien. Hein. Et dans notre communauté médicale, on gère 38 hôpitaux. Si vous voulez, la Sciences publiques hôpitaux de Paris, je ne dirais pas que c'est exactement la même chose, mais ça pourrait faire penser au Veterans Hospital. C'est-à-dire que c'est un seul directeur général, nommé en Conseil des ministres, ça ne rigole pas, et 23 000 lits. Donc on a lancé cette campagne, dont vous voyez bien, le médecin qui est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, avec un premier volet. On s'est fait prêter le logo « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». C'était compliqué, parce que c'était déposé Caisse nationale d'assurance maladie. Il a fallu leur faire du gringue pour avoir le droit d'utiliser ce logo qui était déposé. Puis d'autres campagnes basées sur la réévaluation, à 48e heure, et l'arrêt automatique à 7 jours. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, formidable. Alors là, vraiment formidable. Évidemment, un peu embêtant après. C'est-à-dire qu'on a du mal, un mal fou à tenir la durée. Un mal fou. Alors, quelques pistes. En ville, augmenter les prix. Supprimer les génériques. Ça, c'est pour les gens des caisses d'assurance maladie, ils sont contents, là. Il faut supprimer les génériques. Non, mais tout dépend ce qu'on veut. Si on veut consommer pas beaucoup d'antibiotiques, il faut supprimer les génériques, c'est évident. Il faut que les antibiotiques soient très chers. On ne peut pas à la fois vouloir que les antibiotiques soient bon marché et pas les utiliser. Enfin, il n'y a pas un industriel au monde qui baisse ses prix pour vendre moins. Ça n'a jamais existé. Les magasins de grande consommation, ils vous vendent les boîtes de sardines par paquet de 5, ils ne vous vendent pas les sardines à l'unité.
c'est pas cher, donc vous allez en prendre plein votre coffre de voiture. Des modalités spécifiques, après tout, pourquoi pas? Il y a bien des modalités particulières pour les toxiques, pour la morphine et les autres. On pourrait très bien imaginer médicaments absolument indispensables en santé publique, médicaments spéciaux, règles à part de prescription. Des taxes pigouviennes, c'est l'industriel paie, le pollueur-payeur, comme les pétroliers. Bon, c'est osé, mais pourquoi pas pour investir dans des programmes. Alors évidemment, prendre de l'argent à l'industriel pour la vente des antibiotiques, pour les réinvestir dans des programmes, pour lutter contre la consommation des antibiotiques, on va falloir faire un deal avec l'industriel, il va falloir qu'il s'y retrouve autrement, sur d'autres catégories de produits, par exemple. Et convaincre les associations de patients. Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut passer, c'est comme le nosocomial. Le nosocomial a beaucoup progressé quand on a eu les malades avec nous. Eh bien, il va falloir, et ça va être dur, c'est très compliqué de faire comprendre ce que c'est que la résistance bactérienne à des parents, des familles, etc. Mais si on n'y arrive pas, je pense qu'on n'arrivera jamais à lutter contre la résistance bactérienne. Il faut que ça vienne de la population. Alors là, très dur pour les gens, les communicants, ça, il y a du boulot. Et d'ailleurs, le générique, c'est connu. C'est connu ici, c'est un très beau papier sur les génériques de la ciprofloxacine. Vous avez une augmentation des noms sous lesquels le produit est vendu. Il y a plusieurs génériques, le A, le B, le C, le D. Donc il y a plusieurs ciprofloxacines. Et la diminution des prix, ce qui est normal, c'est fait pour. La diminution des prix, d'accord, donc l'augmentation de la consommation. L'augmentation de la consommation, oui, bien sûr, donc l'augmentation de la résistance. Donc il n'y a aucune raison qu'un antibiotique pas cher ne soit pas vendu à la tonne, et donc il faut savoir ce qu'on veut. Où on veut maîtriser les dépenses, où on veut maîtriser la résistance. Alors, si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Alors à l'hôpital, la represcription obligatoire, 2e, 3e jour, une aide absolument clé de l'informatique, et pas seulement une petite croix à mettre, oui, oui, je suis d'accord, ça c'est facile, tous les médecins vont dire oui, 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 je suis d'accord. Il faut une represcription active, qui prend un petit peu de temps, donc un effort. Donc, pourquoi pas arrêter il faudrait qu'arrêter soit confortable. L'arrêt systématique au 7e jour, il n'y a quasiment aucune maladie infectieuse bactérienne qui justifie plus de 7 jours d'antibiotiques, même en réanimation. C'est démontré maintenant dans la pneumonie sous ventilateur, c'est démontré, sauf des raretés. Des équipes multidisciplinaires, seniors, pas le résident débutant, transversales, mandatées officiellement par les copains, les collègues, pas seulement par la direction, comme des inspecteurs, non, par la communauté médicale, qui établissent d'abord et appliquent une politique antibiotique, qu'il ne faut pas du tout confondre avec le rôle de consultant itinérant qui prescrit, le spécialiste des antibiotiques qui vient vous faire la plus belle prescription. Ça, c'est important, mais c'est autre chose. Ce n'est pas la politique des antibiotiques. Ce sont des super bons prescripteurs. C'est utile, ils donnent des conseils, c'est formidable, mais ce n'est pas ça la politique antibiotique. Ça, c'est la bonne utilisation individuelle des antibiotiques. Et chez l'animal, supprimer les promoteurs de croissance. Alors, c'est fait dans beaucoup de pays, mais pas du tout dans d'autres. Et puis, est-ce que c'est réellement fait dans les pays où on l'a arrêté? Il y a des ventes sur Internet. Donc, au fond, c'est un peu comme le cybercontrôle, c'est un peu comme la vente des toxiques par Internet. Peut-être qu'il va falloir s'y mettre sérieusement. Il y a des wagons entiers qui circulent d'antibiotiques vendus directement. Et encadrer de très près la métaphylaxie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 10 000 poules, il y en a une qui a une tête de poule malade de la duschmolite aiguë, je balance des antibiotiques aux 10 000 poules, parce que sinon elles vont toutes avoir la duschmolite aiguë. Ça s'appelle la métaphylaxie. Donc ça fait des quantités énormes d'antibiotiques. Et puis, il faut prévenir la transmission croisée. Alors là, on retombe dans du classique d'hygiène hospitalière. On ne va pas refaire l'histoire du lavage des mains, M. Pittet, les SHA, c'est-à-dire le Semmelweis des temps modernes, augmentation des lavages des mains et en gris foncé la part des solutions hydroalcooliques, diminution des SARM. Et ça a amené, vous le savez, dans plein de pays à des programmes contre la diffusion des bactéries multirésistantes. Alors ici, ça c'est les statistiques qui ont choqué notre pays, parce que vous voyez qu'il y a les leaders formidables du Sud qui avaient un tiers de SARM parmi leur staff de raie par rapport à ceux qui avaient complètement raté leur épidémie.
ici. Et ce qui a fait qu'on a été extrêmement vexés et qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas arriver à faire ce qu'ont fait ici les Danois, mais qu'avaient fait les Hollandais aussi en 70. Les gens croient toujours que les Danois et les Hollandais n'ont jamais eu de SARM. Ce n'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. Ils ont eu de très belles épidémies, jusqu'à 20% de leur staph doré dans les années 70. Hein. Seulement, ils s'en sont occupés. Et donc, dans nos hôpitaux, on a testé un programme, on va dire SARM, dans les 38 hôpitaux de la PHP, en 93, et ça a marché un peu, puis ça a rechuté, puis au moment des grandes campagnes solutions hydroalcooliques, plouf, là, ça s'est vraiment mis à la baisse, on a diminué de 3/4 à peu près. Le programme a été généralisé au niveau national, en même temps que les Anglais se lançaient dans leurs formidables, magnifiques campagnes SARM, mais eux, bactériémie. Donc ils avaient une double action, cathéter, SARM, vous voyez. Et ils ont beaucoup mieux diminué que nous, ils sont passés de 45% dans les bactériémies chez Staph doré, 45% de SARM à 14%, nous on est passé de 33% à 20%, mais ça nous a permis à tous les deux, on est très copains nous avec les Anglais, de changer de couleur en même temps. Et vous voyez que les Irlandais, qui sont alors encore plus copains que nous avec les Anglais, ça c'est vraiment connu, eux aussi ont décidé de changer de couleur en même temps. C'est pour la première fois qu'ils se mettaient d'accord. Ceci dit, ce n'est pas encore gagné, puisque chez nous, il y a encore 0,4 cas pour 1000 admissions, 40 000 infections, donc 4 000 bactériémies. Donc on n'est pas au bout de la peine, mais j'ai vu dans vos papiers, là tout à l'heure en circulant dans les stands, que vous aviez formidablement diminué les bactériémies à SARM. Hein, donc ça marche. Quand on veut, ça marche. Mais les SARM, c'est facile. J'allais dire, c'est dommage, puisqu'on a réussi, donc on pourrait dire, ouais, c'était très dur. Mais en fait, c'est assez facile, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de SARM. Chez un porteur de SARM, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 100 millions, 10 millions, 100 millions, mais vraiment pas plus que ça. Et puis ils sont là ou sur les plaies. Et donc ça n'appelle pas à la dissémination. Si vous voulez, on ne crache pas par terre, on ne met pas les pansements au milieu de la salle. C'est relativement facile. Le plus dur, ça va être ça. Parce que ça, c'est quoi? C'est le tube digestif. Donc c'est les nombres qu'on a vus tout à l'heure. Et c'est des émonctoires qui ne sont pas du tout contrôlés de la même manière. Alors, les premières expériences des VRE, dont nous on a été envahis, on a eu les premières alertes en 2004, on a appliqué les mesures SARM, ça a foiré. Alors on s'est un peu énervé et on a fait des mesures renforcées qui sont arrêter les transferts. Les gens disent toujours arrêter les admissions, c'est complètement idiot. Quand il y a le choléra dans un village, les gens peuvent rentrer. La seule chose, c'est qu'ils n'ont plus le droit de sortir. Mais s'ils veulent venir, pourquoi pas, hein. Donc, pas de transfert, c'est ça qui est important, il ne faut pas disséminer, donc pas de transfert, screener les contacts, sectoriser avec du personnel dédié les porteurs, les contacts et les indemnes, sinon de la marche en avant, identifier les malades réadmis, ça c'est formidable d'avoir de l'informatique qui permet de savoir les malades et les contacts réadmis, et du coup les épidémies sont ici, les barres, la longueur des barres plus brève après qu'avant, c'est plus court, et le nombre de cas, on passe de 29 cas par épidémie en moyenne avant à 6 cas par épidémie en moyenne après. Puis sont arrivées les premières carbapénémases, avec notre première expérience douloureuse avec un malade qui revenait d'Athènes en 2004. Voilà l'antibiogramme. Pour les gens qui font un peu de microbiologie, c'est assez triste. En gros, ça veut dire impasse thérapeutique, sauf un peu de colistine, c'est pas formidable. Et les premiers cas, mesure SARM, ça ne marche pas. 1 cas, 2 cas, 3 cas, 1 mort, 2 morts, 3 morts. Et puis, les mêmes mesures renforcées, plouf, terminé. Plus de nouveaux cas. Donc, du coup, des recommandations nationales à partir de ces premiers essais. 2006, réécrit en 2010, réécrit en 2013 par le ministère de la Santé pour éviter Israël et les carbapénémases. Vous voyez ici, Tel Aviv. La Grèce, champion toute catégorie. Hein. En Europe, c'est vraiment eux qui sont en tête. Ils ont beaucoup publié. Hein, sur les enzymes, pas sur le contrôle, mais sur les enzymes, ils sont très forts. Et donc, du coup, une politique qui est dure, très dure pour les hôpitaux, très dure pour le directeur de l'hôpital qui voit le nombre de journées payées diminuer, donc il est furieux. Le service qu'on accuse de diminuer son activité, furieux. Isoler le patient, alerter la direction de l'hôpital qu'il faut avoir dans la poche parce que sinon ça ne va pas aller, et l'équipe d'hygiène qui va être le moteur, arrêter tout de suite les transferts, quel que soit le jour et l'heure, vendredi 18h, terminé, plus de transferts, sauf retour à la maison, bien sûr. Screener les contacts, le lendemain et le jour d'après, identifier les patients qui en fait étaient déjà sortis, mais étaient présents
en même temps que le cas. Donc cela, il faut aller les rattraper par le bout des cheveux, il faut aller les identifier, éventuellement les faire revenir, ou les cohorter, ou les surveiller, ou les faire rentrer chez eux le plus vite possible, les screener, alors qu'ils ne sont pas dans le même service, renforcer l'hygiène des mains, il faut faire un peu de médecine quand même, donc identifier le traitement idéal si jamais il y a une infection grave, donc à l'avance pour ne pas réfléchir au moment du choc septique, et puis les cohortes avec le secteur des cas, le secteur des contacts, le secteur des nouveaux patients qui permet à l'hôpital de continuer au service de continuer à travailler. Parce que les autres sont cohortés avec du personnel dédié. Si on n'y arrive pas, en particulier quand on a un seul cas, c'est difficile de faire une équipe dédiée quand il y a un seul cas, on fait de la marche en avant. C'est-à-dire on part du propre pour aller vers le sale. Le cas est soigné après les autres. Screening une fois par semaine, système d'information pour identifier les réadmissions, c'est la même chose que tout à l'heure. Et parce que, vous vous rappelez, Grèce, Athènes, le premier malade, on a eu ça plusieurs fois, en ayant demandé aux autorités légales, est-ce qu'on a le droit de faire ça, on a fait des recommandations pour le screening et l'isolement des malades venant d'un hôpital d'un pays étranger, les transferts. Pareil, parce que le premier malade et d'autres venaient d'Italie ou de Grèce et provoquaient des épidémies chez nous ou ailleurs. Et parce que vous le savez bien, en raison des fantastiques mouvements de population, ici l'interconnexion des aéroports, ici l'augmentation formidable des voyageurs qui va atteindre 1 milliard en 2012, et nous on a en France 25 000 rapatriements sanitaires par an. Le gars qui va faire son infarctus au Caire ou qui passe sous une voiture à New Delhi. Ou les deux. Et il y a une différence évidente quand pendant les 48 premières heures, ici c'est les VRE, on ne fait rien, les mesures sont retardées, on fait seulement du contact, de l'isolement contact, ou on fait du cohortage avec personnel dédié. Il y a une différence évidente en nombre d'épidémies et en nombre de cas secondaires. C'est d'ailleurs pas nouveau, hein, on n'a rien inventé. La même chose a été faite, mais seulement à l'échelle d'un hôpital, c'est-à-dire que nous on a fait les 38. D'autres collègues en Australie, à Singapour, avaient fait la même chose dans leur hôpital et ça avait marché. Et pour les carbapénémases, même chose. Ici en gris, c'est l'augmentation des cas index, dont les 4/5 viennent d'un pays étranger, d'un hôpital dont le malade est transféré. Et au début, on se fait surprendre, donc on a des épidémies. La moitié des cas index donnent des épidémies. Et puis en mettant de plus en plus drastiques les mesures, maintenant on a un cas importé arrivant de l'étranger, 1 sur 10 qui donne une épidémie, 9 sur 10 restent sporadiques. C'est difficile à tenir, c'est très pénible, ça prend énormément de temps, mais ça marche. Et ça marche même chose quand on ne fait rien dans les 2 premiers jours, par rapport à quand on fait que du contact, par rapport à faire de l'équipe dédiée, il y a une différence significative, c'est donc payant. Ça coûte beaucoup de sous, mais c'est payant en termes d'épidémie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Israéliens. Eux, ils ont attendu un petit peu, donc ils sont arrivés en période d'endémicité. Mais c'est ce qu'ils font en gros, et ils réussissent, tant bien que mal, à bien progresser, contrairement aux Grecs qui, eux, continuent à ne rien faire. Mais les Israéliens ont vraiment bien réagi et travaillent fort sur ce sujet. Et on va finir par BLSE et carbapénémase, le cercle infernal. Ça, c'est mon dada. L'augmentation des BLSE, vous savez, le machin qui vient du ciel, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ici, entre 2004 et 2011 pour colibacille, 2005 et 2011 pour Klebsiella, et vous avez les pays, c'est le pourcentage de colis ou de Klebsiella. Dans les bactériémies, hein, ce n'est pas les petits machins gratouillis, hein, c'est les bactériémies qui sont résistantes au C3G, céfotaxime, ceftriaxone. Pas toutes par BLSE, mais presque toutes par BLSE. Donc vous voyez que ça s'assombrit, ça passe du vert à plutôt du jaune orangé. Et ici, à du rouge. Arrivant à quelque chose de terrible pour les Klebsielles, où dans certains pays, la moitié des bactériémies à Klebsielles sont dues à des souches résistantes au C3G, résistantes au fluoroquinolone et résistantes aux aminosides. On va dire, c'est pas grave, il reste l'imipénème. C'est justement ça la question. C'est là qu'on nous attend, au coin du bois. Le petit problème, c'est que, bon, peut-être vous avez vu que les bactériémies augmentent de manière générale. On soigne des gens de plus en plus âgés, avec des manœuvres invasives. L'incidence de la maladie bactériémie augmente, à peu près partout. Mais, ici, colibacille en Europe,
celle à colibacille sensible augmente moins vite que celle à colibacille résistant à l'AMPI, qui augmente beaucoup moins vite que celle des bactériémies à colibacille résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Donc on pourrait dire que la multirésistance s'ajoute et non pas remplace, et c'est connu dans les SARM. M. Boyce, le grand épidémiologiste américain, il a démontré que le SARM ne remplace pas le SASM, il s'additionne au SASM. Et pour le nosocomialis de base, ça fait des cas d'infection supplémentaires. Et donc tout ça, ben oui, sensible au PNM, eh bien allons-y, en avant. Donc consommation des PNM en Égypte, ici, au Pakistan, ici, aux Indes, ici, et puis dans d'autres pays. Enfin, flouf. Normal, plein de BLSE. Oh, ben c'est pas grave. Je dégaine méropenem, doripenem, imipenem, mertapenem. C'est un peu comme les quinolones, hein. Il y en a des nouveaux tous les X. Or, les BLSE diffusent. Il y a des épidémies dans les hôpitaux. Quand on prend les cas, il y a plus souvent des antécédents d'hospitalisation, de naissance dans un autre pays, de prise d'antibiotiques. Dans les longs séjours, dans les maisons de retraite, ici en Irlande, il y a plus souvent chez les cas BLSE une histoire récente d'hospitalisation. Il y a des transferts dans la famille des gens qui ont adopté ici dans ce papier des enfants venant d'Afrique, et hop, la famille devient colonisée BLSE. Ici, les voyageurs, le Suédois impeccable va plutôt là où il fait chaud, donc il va en Australie, aux Indes, en Grèce, etc. Et vous avez 82% pour les Indes et 57% pour l'Égypte qui reviennent porteurs de BLSE. Et puis si vous ne donnez pas la souche à votre voisin, c'est pas grave, donnez le plasmide. Hein? Et donc ça a été démontré. Alors les gens se disent, ah ben oui, c'est pas clonal, c'est pas la même souche là et là, donc c'est pas transmissible. Alors si c'est pas transmissible, je comprends pas. C'est-à-dire chacun refabrique sa BLSE la nuit sur un petit établi avec sa génétique, là un petit coup de lime, c'est bien sûr que c'est transférable, ça va de soi. C'est une gigantesque épidémie, mais avec plein de clones différents. Comme on est tous porteurs de colis, les clones sont extraordinairement divers. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on prend le plasmide de la souche qu'on vous donne et on la met sur notre colibacille qu'on aime bien, celui qui est notre copain. Hein, et ça a été démontré, vous mettez le colibacille récipient dans le tube de la souris, vous mettez le donateur, et au bout d'un moment, vous avez le transconjugant. C'est-à-dire vous avez le colis sensible de la bête, le sien, bon c'est la souris là, hein, et hop, qui vient de manger le plasmide, et qui abandonne finalement la bactérie elle-même qu'on lui a donnée, parce que ça ne l'intéresse pas, c'est pas le sien, quoi, c'est pas son commensal préféré. Plus ça circule chez les animaux, bien sûr, ça vous connaissez la littérature, pourquoi pas entre les animaux domestiques et l'homme, alors je ne sais pas si c'est au bout des oreilles, mais enfin, bon, ou le chat, et c'est logique, puisqu'on excrète, un porteur de BLSE, il en excrète 10 milliards par jour, tous les jours. Et s'il a une infection urinaire, il en excrète 1 milliard par jour, tous les jours. Or, ce n'est pas comme le pansement à SARM. C'est pas du tout pareil, le pansement à SARM, on le met, il a un circuit, on le brûle, enfin je ne sais pas quoi. Là, ça va, ben, c'est les égouts. Et donc, bien sûr, les eaux usées, ici au Portugal. Les eaux usées des hôpitaux, ici au Brésil. Ici, le même colibacille BLSE chez les malades qu'on retrouve dans l'eau des égouts d'un hôpital dans lequel je travaille. Et puis, si ce n'est pas la bête entière qu'on trouve dans l'eau des égouts, c'est le gène. On parle de la génomique machin, on fait des PCR multiples, et puis on trouve le gène PER, le gène SHV, le gène CTXM, qui sont des gènes de BLSE. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec l'eau des égouts? Eh bien, on les met dans des stations d'épuration. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à la sortie des stations d'épuration? Peut-être pas chez vous, hein, mais chez nous. Eh bien, l'eau, ce qui surnage, soit les rivières, soit de l'eau d'agriculture, et puis le solide, le sludge des anglo-saxons, eh ben on ne sait pas quoi en faire, quoi. Il y en a des tonnes. Alors on le donne, éventuellement on le vend, mais on le donne aux agriculteurs, puisque c'est très riche en nitrates, c'est formidable, ça fait un magnifique engrais, et c'est épandu sur les carottes, les choux-fleurs, etc. Et du coup, retour au consommateur, sous une forme ou sous une autre.
Alors évidemment, quand tout ne se passe pas bien et que l'eau des égouts n'est pas parfaitement séparée de l'eau de boisson, c'est très cher d'avoir des systèmes d'eau modernes. Hein, ça. Alors en Népal, il n'y a pas ça. Donc du coup, il y a de la salmonelle et des colibLSE dans l'eau de boisson. Et donc tout ça, c'est un gigantesque aller-retour entre tous les secteurs. Or, il faut briser ce cercle infernal. Et je vais finir par là, après je ne vous embête plus. Si vous prenez les statistiques des carbapénémases aujourd'hui, vous prenez le gradient des pays. Ici, c'est l'Europe. Vous avez ceux qui n'en ont pas beaucoup. Et puis, ici, c'est parmi Klebsiella. Hein. Et puis, ceux qui en ont beaucoup. 68% des Klebsielles hospitalières grecques sont carbapénémases. Les 2/3. Ça, c'est carbapénémase. D'accord? Plouf, BLSE. Alors, ceux qui n'en ont pas beaucoup. La Suède, la Finlande, la Norvège, les mêmes que tout à l'heure. Hein. Ceux qui en ont beaucoup. Chypre, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les mêmes que tout à l'heure. Ça, c'est la résistance aux céphalosporines de 3e génération par BLSE. C'est un autre plasmide avec d'autres bêta-lactamases. C'est un peu pareil, ça hydrolyse un peu moins de bêta-lactamine. Et ça, c'est la résistance à l'ampicilline, un vieux truc d'autrefois quand j'étais petit, chez le colibacille. Regardez le gradient. Il y a encore un gradient, même maintenant dans les bactériémies, il y a toujours un gradient en Europe entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est-à-dire qu'au fond, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut que ça ressemble à ça dans 20 ans, c'est vraiment pas difficile. Il suffit de faire pareil qu'on a fait avant, c'est-à-dire laisser mariner gentiment les colis résistants à l'AMPI. Après, on laisse mariner gentiment les colis résistants par BLSE. Du coup, on utilise des tonnes d'imipénem. Et au fond, M. Okusai, qui est un spécialiste des vagues, en utilisant ces gravures, la grande vague des pénicillines, chez le colibacille, même modèle, les plasmides, c'est le tube digestif, on en excrète 10-10 par jour dans les matières fécales. Les pénicillinases arrivaient en 1981-82 du céfotaxime, de la ceftriaxone. Allez en avant, tous. Il n'y a plus d'ampicilline. Allez en avant, céfotaxime. Donc, réponse du monde bactérien BLSE. Ah bon, il y a plein de BLSE. Allez, en avant, l'ertapénème, l'imipénème, le carbapénème. Et comme c'est exactement le même modèle, c'est les mêmes bestioles, ce n'est pas les mêmes enzymes, mais c'est les mêmes bestioles. On va forcément faire exactement la même chose. Il n'y a aucune raison de se tromper. C'est promis juré. Donc tout dépend où on veut arrêter. On aurait dû arrêter là, mais à l'époque, on n'y connaissait rien. On ne connaissait rien dans les années 60 à tout ça. On ne savait pas, mais maintenant, on sait. Donc, ou on bloque là, ou bien on oublie. On oublie. Donc, on a beaucoup de travail, et je finis. L'hygiène fécale générale, parce qu'à partir du moment où il y en a plein en dehors de l'hôpital, ben, il faut augmenter le niveau d'hygiène partout. L'hygiène fécale dans les écoles, alors je ne sais pas comment c'est chez vous, ça doit être super, mais alors, l'hygiène fécale dans les écoles primaires et secondaires françaises, c'est effrayant. C'est effrayant. Et donc, tout le monde partage sa même flore. Hein, autrefois, mon patron disait, les anciens bactériologistes autrefois disaient, on a la flore digestive de sa cuisinière. Dans les familles, l'hygiène de base, dans les pays, vous avez tous vu les photos, à cause de NDM1, les photos des faubourgs de Delhi, bon, un peu fait exprès, sombre, mais enfin, bon, l'hygiène, la sanitation des anglo-saxons dans ces pays-là est catastrophique. Donc, en fait, les matières fécales sont mélangées à l'eau et donc, bon, ça circule à fond. La gestion des excréta dans les hôpitaux, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est pas brillant. C'est pas brillant. Les lave-bassins sont... les gens ne savent pas l'utiliser. Ils ne sont pas mis au bon endroit. Il n'y en a pas assez. Les bassins sont trimballés entre les chambres et les lave-bassins. En plus, nous, on a fait la bêtise de ne pas choisir les bons bassins qui vont dans le lave-bassin. Donc, on a des lave-bassins avec des rebords. Or, les buses du lave-bassin, alors ça n'intéresse absolument personne, hein, ça. Absolument personne. Comment voulez-vous publier l'inadéquation entre les buses du lave-bassin et le rebord du bassin? Ah ouais, vous mettez ça dans le Bordeaux médical, mais vous ne faites pas un PNAS avec ça. Hein. Et donc, ça n'intéresse absolument personne. La gestion des eaux usées, il va bien falloir décider ce qu'on fait des lavals des stations d'épuration. Ça, c'est un problème absolument majeur. Les industriels de l'eau sont absolument prêts à stériliser à la sortie les boues, ils savent faire, c'est une question d'argent. Le matériel, il suffit que les mairies le demandent, c'est possible. Et l'hygiène dans les élevages, même chose.
transmission entre les veaux, transmission entre les porcs, qui arrivent aux aliments, qui donc finalement arrivent chez l'homme. Donc, pour finir, au fond, c'est tout bête, la résistance aux antibiotiques, ce n'est qu'une pollution. Si on le voit comme une pollution, ça aide énormément au raisonnement. Les bactéries et leurs gènes de résistance s'accumulent dans les secteurs de l'environnement, circulent, sont stables, ont un succès assuré par la pression de sélection par les antibiotiques et sont amplifiés par la transmission croisée. C'est un peu comme du déchet radioactif. Donc tout ça, ce n'est jamais qu'une question de développement durable. Il n'y a pas tellement de différence de concept entre garder l'eau propre, garder les forêts et garder les antibiotiques actifs. Si on arrivait à le mettre à l'heure du développement durable, comme le réchauffement planétaire, avec l'aide des populations, et si je me permets de dire devant un parterre de professionnels, en prenant bien sûr les professionnels, mais en ne se reposant pas que sur eux. Au fond, on s'y habitue, nous. Les seuls qui ne s'y habituent pas, tellement, c'est les malades. Et donc il faut... Le corps médical n'a pas montré sa passion pour limiter la résistance bactérienne. Mon patron aurait dit, vous comprenez, pour un médecin, ne soigner que des cystites à colibacilles sensibles à tout, c'est quand même drôlement barbant. Hein, au bout de ça. Et pour un bactériologiste, n'isoler de faire des antibiogrammes que sur des colibacilles sensibles à tout, c'est quand même un peu barbant. Un petit peu de résistance de temps en temps, si vous voulez, ça égaye. Mais ça égaye pas le malade du tout. Donc, si on arrivait à en faire un bon sujet sérieux de développement durable, peut-être que ça pourrait marcher. Je vous remercie.